Bon, eh bien, bonjour à tous. Benoît Degrave, je suis directeur commercial pour la société SDT. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir et le privilège de vous présenter quelque chose sur les ultrasons, donc qui est une technologie qui est à notre goût trop peu connue. Et donc, je vais ici balayer avec vous en revue un petit peu quels sont les bénéfices que peuvent apporter les ultrasons dans le cadre d'une maintenance prédictive, prévisionnelle. C'était pour embêter Karim, mais il n'a pas réagi. Coupez-le. Donc voilà, je vais, avant de balayer un petit peu la théorie sur l'ultrason, mais je vous rassure, ça va être court, rapide et droit au but, je vais d'abord introduire un petit peu notre société, ce que nous faisons, et puis ensuite je vais introduire les applications, je vais essayer chaque fois de les illustrer par un exemple concret. Je sais que c'est fin de journée, on est tous en post-digestion, mais je vais essayer de réveiller tout le monde. Alors, notre société, ça fait 45 ans qu'on fabrique des appareils de mesure à ultrasons. Donc, on a commencé en 1975. Nous sommes une société belge, donc vous l'entendrez dans mon accent, je dis fuit, je dis 8, je dis 70 et je dis 90. Soyez indulgents, pas de mots-de-cri. On a également des bureaux au Canada, en Inde et à Milan. Alors ici, c'est une carte qui vous donne un peu une idée des utilisateurs que nous recensons actuellement à travers le globe. Donc on est présent dans 64 pays. Nous avons des références riches et variées. Ce n'est pas parce que SDT est très forte, c'est simplement parce que la technologie est très belle, comme vous allez le voir un petit peu plus tard, et qu'avec la technologie ultrason, on peut travailler sur diverses applications qui ont directement attrait aux économies d'énergie ou à la maintenance prévisionnelle. Alors, la mission d'SDT, et ça c'est très important, c'est de fournir une solution simple au service de maintenance, une solution simple qui va leur permettre de faire des réductions de consommation d'énergie, ainsi que tout en contribuant à prolonger la durée de vie des installations. Et c'est très important le côté simple. J'en profite au passage pour ouvrir une parenthèse. On a reçu la semaine dernière un award pour l'innovation de l'année 2019. Et comme je sais que notre équipe R&D nous regarde actuellement en direct depuis la Belgique, je tenais à leur faire une petite dédicace et les féliciter à nouveau pour ce travail de 2 ans qui était de longue haleine et qui est un bel aboutissement pour nous. Parenthèse fermée. L'ultrason, qu'est-ce que l'ultrason ? Alors, je vais essayer de placer l'ultrason dans le contexte de la maintenance et de la gestion des actifs. Et pour ce faire, je vais me baser sur le travail qu'a fait ici monsieur Terry Olanon. Terry Olanon, pour ceux qui ne le connaissent pas, est le gourou de la maintenance aux États-Unis. Et pourquoi il est le gourou de la maintenance ? Parce qu'il a réalisé ce très beau travail de synthèse de la gestion des actifs, en se disant, tiens, quand on veut devenir, comme lui l'appelle un CRL c'est un Certified Reliability Leaders, donc un leader de la fiabilité dans une usine, voilà toutes les compétences qui sont intéressantes à gérer. Alors on retrouve 5 familles différentes. La première, c'est tout ce qui a trait à l'ingénierie de la fiabilisation, avec comme par exemple ici l'analyse de criticité. On retrouve en vert toutes les technologies disponibles pour améliorer la maintenance et implémenter un petit peu de maintenance prévisionnelle. Et on retrouve juste ici l'ultrason. On a ici en bleu tout ce qui a trait à la gestion du travail, avec notamment la GMAO, que vous voyez juste ici. En rouge, ce sont des compétences plutôt humaines pour pouvoir gérer une équipe et prétendre être un leader, comme l'instauration d'indicateurs de performance. Et ici, cette année, c'est tout nouveau en jaune, il a rajouté une dernière famille plutôt axée sur le process et la production. Donc vous voyez, l'ultrason, c'est ici. Alors, pour placer l'ultrason d'un point de vue fréquentiel, l'ultrason, ce sont des hautes fréquences, ce sont des choses qu'on n'entend pas à l'oreille. Nos capteurs travaillent à 38,8 kHz. Et c'est très intéressant de le savoir parce que ça veut dire qu'on a une toute petite fenêtre de mesure. Et si je dois faire le distinguo avec la vibration, nos capteurs ne mesurent que les ultrasons. On n'a pas une bande de fréquence très large, donc on va vraiment se focaliser sur une toute petite fenêtre de mesure pour s'affranchir d'une part des bruits ambiants de la production et d'autre part d'autres défauts mécaniques qui pourraient subvenir à d'autres endroits. Alors finalement, qu'est-ce qui crée des ultrasons ? Il y a 3 phénomènes. Il y a des phénomènes de friction, il y a des phénomènes d'impact et de turbulence. Si on regarde ici cette courbe qui est la deep curve, qui part du design de la machine jusqu'à son point de défaillance, donc la casse, on va voir
qu'on peut retrouver ici l'ultrason lorsqu'on a un stade précoce de défaut. Mais le stade le plus précoce de défaut va créer ce qu'on a vu juste avant, de la friction, des impacts ou des turbulences. Ce pourquoi on va utiliser l'ultrason pour déterminer ce stade le plus précoce. Viendra ensuite, quand la défaillance va s'accentuer, une vibration sur la machine. Ensuite, on va retrouver ici, par exemple, du son audible. Ça, c'est ce que faisaient les anciens. Donc les anciens utilisaient beaucoup le stéthoscope et le tournevis pour écouter les roulements et les machines. Ils le font encore actuellement, d'ailleurs. Finalement, quand la machine va encore un petit peu plus se dégrader, on va avoir une élévation de la température. Donc là, on pourra le voir avec des technologies comme la caméra thermique. Et puis finalement, on arrivera à la défaillance. Donc travailler avec une approche ultrasonore sur de la machine tournante, c'est aussi garantir de voir venir un défaut très très longtemps à l'avance et d'avoir beaucoup de temps de réaction pour planifier la maintenance la plus efficace. Une des particularités des ultrasons également, c'est que lorsqu'ils se propagent dans l'air, ils se propagent de manière directionnelle. Et ça, c'est très important pour une application en particulier qui est la localisation de défauts électriques sur haute tension, également la chasse aux fuites. Pourquoi on utilise l'ultrason pour localiser des fuites? Grâce à ça. Parce que ça va nous permettre de localiser précisément d'où viennent les fuites. Actuellement, il y a beaucoup de gens qui nous disent « je n'ai pas besoin d'appareil pour localiser des fuites, je les entends ». Alors, entendre une fuite, c'est quelque chose. La localiser, c'est un autre débat. Alors, bien souvent, ils nous disent « j'entends les fuites », mais comme le son, comme vous le voyez ici, est multidirectionnel, au plus on va se rapprocher de la source, au plus on aura l'impression que ça vient d'un autre endroit. Et là, qu'est-ce que va faire le technicien de maintenance? Il va jouer un petit peu à Gilbert Montagnier. Ça va, il va commencer à toucher toute cette tuyauterie pour essayer d'avoir du vent et de trouver d'où vient le défaut. Le temps, c'est de l'argent. Des technologies existent pour être plus efficaces, comme l'ultrason, notamment sur la chasse aux fuites. Autant l'utiliser. Comment fonctionnent nos solutions? Ça fonctionne en 3 temps, 3 niveaux. Le premier niveau, c'est la détection. La détection, c'est le stade, l'approche la plus simple que tout le monde peut faire, c'est poser un capteur sur une machine et venir écouter ce que me dit ma machine. C'est le principe qu'on appelle l'hétérodinage. L'hétérodinage, c'est de ramener un signal qui est inaudible à l'oreille en fréquence audible. Alors, est-ce que j'ai du son? Voilà un exemple ici sur une machine tournante, 1500 tours minute. Je pose mon capteur. Le capteur capte l'ultrason et le ramène dans le domaine audible qu'on entend dans le casque d'écoute et qui est ici. Un exemple ici, comme vous le voyez. La même machine. Je vous avais promis que j'allais vous réveiller. La même machine quelques semaines plus tard, qu'est-ce qu'on entend? Du choc. C'est pas bon à l'oreille, ça attire déjà l'attention, ça indique qu'il y a une action à mener. Alors, ce premier niveau, nous, on l'aime beaucoup. On l'aime beaucoup pourquoi? Parce qu'à l'époque, on avait ce qu'on appelle chez nous des romantiques. Les romantiques utilisaient le bâton de bois, le tournevis, et ils écoutaient leur machine. Et ils faisaient une maintenance prévisionnelle avec leur propre capteur qui étaient leurs oreilles. Alors à l'époque, c'était très bien parce que tout le monde pouvait le faire. Tout le monde sans exception. Et on remontait comme ça beaucoup d'informations pour anticiper des pannes. Avec le temps, il y a un paradoxe, c'est qu'on a développé des technologies qui sont bien souvent de plus en plus compliquées et qui s'adressent finalement plus qu'à 20% des gens qui ont la connaissance, des gens qui ont les compétences pour pouvoir analyser des signaux et tirer la bonne information. Donc chez SDT, nous, ça nous tient à cœur, c'est de garder en tête le côté simple et de s'adresser aussi aux personnes qui n'ont pas les compétences et pas la volonté d'aller très loin dans du diagnostic. La deuxième étape, c'est de faire de la mesure. Ok, on entend une défaillance, c'est très bien, mais ça peut être très subjectif aussi. Donc le responsable de maintenance va peut-être dire, ok, tu as entendu un bruit, mais dorénavant, tu prends une mesure sur ce que tu entends et tu l'historises. Et ça nous permet ici, de par des mesures statiques, de pouvoir suivre l'évolution d'un phénomène et de voir l'évolution d'une dégradation pour prendre de nouveau la meilleure décision au niveau de la maintenance. Finalement ici, quand on voit qu'on a une élévation de friction ou des impacts apparents sur une machine, qu'est-ce qu'on peut faire comme en vibration? On peut aller jusqu'à la troisième étape, qui est l'analyse finalement, où on va essayer de comprendre d'où vient cette défaillance pour éviter que ça se reproduise aussi à l'avenir. Et c'est ce qu'on fait ici, une analyse dans le signal temporel ou fréquentiel. Alors, les ultrasons, pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut faire avec les ultrasons finalement? Alors, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, friction, impact et choc.
où retrouvons-nous ce type de défauts? Ben, on les retrouve dans des problèmes de graissage. Quand j'ai un roulement qui est mal lubrifié, j'ai une friction qui est inappropriée dedans. Cette friction génère un ultrason qu'on peut écouter, mesurer et suivre. Je vais également retrouver ça dans du suivi de roulement ou d'engrenage. Quand je vais avoir une défaillance précoce d'un roulement, ben, il va générer un choc qui va générer un ultrason que je vais pouvoir écouter, mesurer et analyser. Les fuites. Quand j'ai une fuite, finalement, l'ultrason n'est pas un détecteur de fuite, c'est un détecteur d'ultrason qui est généré par le frottement de la fuite. L'électrique. Alors l'électrique, les décharges partielles, qui sont des défauts qui ne font pas de chaleur, donc on ne peut pas déceler à la caméra thermique, font de l'ultrason qu'on peut de nouveau détecter, mesurer et analyser. Des purgeurs vapeur, du contrôle d'étanchéité de vanne, de la cavitation de pompe, et ici c'est plutôt du contrôle d'étanchéité. Donc là on est plutôt sur des contrôles qualité, où on veut par exemple contrôler l'étanchéité d'un cockpit de voiture. Mais qu'est-ce qu'on fait? On va créer cet ultrason de manière artificielle avec un émetteur, et on va venir avec le capteur mesurer et écouter si on entend le signal à travers les joints d'étanchéité. Si on entend le signal, c'est qu'il y a un défaut d'étanchéité. Si on sépare toutes ces applications en deux grandes familles, voire même trois, ben on retrouve ici les fameuses économies d'énergie, où on va pouvoir travailler sur du contrôle d'étanchéité de vanne, de la localisation des purgeurs défectueux et de la chasse aux fuites en pression ou en dépression. Une autre famille, c'est la maintenance préventive, donc on va pouvoir contrôler les quantités de graisse qu'on met dans un roulement, on va pouvoir contrôler le roulement en tant que tel s'il est dans une phase de défaillance, et on va également pouvoir contrôler des décharges partielles et également de la cavitation de pompe. Finalement, la dernière application, comme je vous l'ai dit, c'est ce qu'on appelle la transparence acoustique, faire du contrôle d'étanchéité de volume, plutôt pour des contrôles qualité. Alors maintenant, je vais passer en revue chaque application, je vais essayer de les illustrer, de vous expliquer un peu plus en détail qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut le faire en ultrason. La chasse aux fuites, comme vous le voyez, c'est toujours le même principe. On a un capteur qui va déceler la friction générée par la fuite. Cette friction est traduite dans le domaine audible que le technicien peut écouter. Ça, c'est facile. Franchement, c'est l'application la plus simple. Tout le monde peut le faire. Il suffit d'avoir des oreilles qui ne sont pas trop fatiguées. Il ne faut pas être sorti la veille. On met le casque d'écoute, on scanne et à un moment, on entend un psst et on a une fuite. Ça, c'est la partie simple. La partie la plus compliquée qu'on a pu observer avec le temps, c'était la partie reporting. À l'époque, les gens localisaient beaucoup de fuites. Beaucoup de fuites. Mais ils réparaient rien. Ils réparaient rien parce que le reporting était compliqué. Je trouvais une fuite, je devais accrocher une étiquette, je devais consigner cette étiquette dans un cahier, je devais faire une photo, faire un rapport pour rattacher les photos avec les étiquettes. Enfin, c'était un enfer. Donc finalement, on localisait beaucoup de fuites et on ne réparait rien. On parle de 4.0, ben voilà, il y a de l'innovation, il y a des outils qui existent pour faciliter la tâche au quotidien. Et un des outils qu'on a développé, c'est une application mobile gratuite qui va permettre de documenter tous les résultats qu'on trouve sur le terrain, mais pas que. Ça va permettre également de mettre un coût sur les défauts qu'on trouve. Finalement, quand je trouve 100 fuites, lesquelles je dois prioriser, lesquelles me coûtent le plus cher? Parce que c'est sur celles-là qu'il faut travailler. Et on parlait tout à l'heure de la mauvaise culture qu'on avait du service maintenance, qui est souvent perçu comme un centre de coût. Ben, avec une approche comme celle-ci, ça va permettre de transformer un peu cette vision qu'on a du service maintenance et de le passer dans un centre de profit, comme le fait l'application ici. Voilà, j'ai localisé une fuite qui génère un niveau en dB de 65 dB, ça me coûte 691 € par an. Cette application mobile fonctionne avec une plateforme web. Dès que vous êtes connecté à Internet, ça va tout synchroniser pour être sûr que les données soient sécurisées. Et de ma plateforme web, je vais pouvoir retravailler mon rapport et finalement appuyer sur un bouton qui va me générer un rapport standardisé. Le but étant toujours de gagner un maximum de temps dans le reporting. J'appuie sur un bouton et j'ai un rapport standardisé qui sort en 3 parties. Une partie financière, j'ai localisé 17 fuites, ça me coûte 4 000 €. J'en ai réparé un certain nombre et j'ai déjà fait un gain de 1 648 €. Une deuxième partie plutôt pour les plannings. Il faut faire exister ces fuites dans le planning, vu qu'il faut les réparer. Donc ici, on a un code couleur qui va simplement me dire, voilà, dans l'ensemble des 17 fuites, il y en a 2 qui sont prioritaires, ce qui coûte très cher, ça vaudrait la peine de les mettre en priorité dans les réparations. Et puis finalement, je vais retrouver une page
par défaut localisé qui va permettre aux techniciens de reconnaître l'endroit où c'est dans l'usine et d'avoir toutes les informations nécessaires à la réparation. Regardez cette personne, comme il est content. Il est content parce que ça, c'est un chouette cas d'étude. C'était une personne qui était assez isolée, qui localisait les fuites dans son coin, et finalement, il ne les réparait pas parce que ce n'était pas vraiment considéré comme boulot. Et depuis qu'il utilise cette application, ça lui permet une chose, c'est surtout d'imprimer ses rapports et de les mettre sur les valves publiques dans l'usine. Dorénavant, c'est plus, on l'appelait Mickey, hein, le gars aux grandes oreilles qui court après les fuites. Dorénavant, c'est plus Mickey, il est considéré comme le responsable de la demande en air comprimé parce qu'il sait exactement qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, où sont les pertes et ce qu'il y a à faire. Donc là, on est très content, c'est un beau cas d'étude où on arrive à valoriser l'humain grâce à la technologie. C'est finalement ça qui importe le plus, c'est ce côté culture, et jamais oublier que derrière une technologie, il y a des gens qui l'utilisent. Deuxième application dont je vous ai parlé, qui a directement attrait aux économies d'énergie, c'est le contrôle de purgeurs vapeur. Alors, les purgeurs vapeur sont là pour évacuer l'air, le CO2 et les condensats qui sont dans l'installation. C'est une vanne automatique en fait. Hein. Alors, toujours le même principe. J'ai un capteur ultrasonore qui va mesurer la friction et les turbulences que va générer le purgeur une fois qu'il va s'ouvrir pour cycler, évacuer l'air, le CO2 et les condensats et se refermer pour garder la vapeur vive dans le système. Le capteur capte ces turbulences, le traduit en signal audible ici dans le casque d'écoute et affiche en même temps la mesure pour consigner et historiser les valeurs. Alors dans le cadre des purgeurs vapeur, on a trois solutions. Soit il fonctionne bien et on est content, soit il est bloqué, fermé, et alors là qu'est-ce qu'on va avoir? Accumulation des condensats du CO2 dans les canalisations et on risque d'avoir des coups de bélier. C'est jamais bon, ça risque de détériorer toute l'installation. Autre cas de figure, c'est mon purgeur est bloqué ouvert. Et là, c'est comme une chasse d'eau qui coule toute la journée, ça coûte cher. Mais ici, on ne parle pas d'eau, on parle de vapeur. Donc on la fabrique, la vapeur, on met de l'énergie dedans, dans la chaudière, pour créer cette vapeur. Donc des purgeurs bloqués ouverts, c'est un désastre écologique, ça coûte très cher, et il faut faire la chasse aux purgeurs défectueux. Alors, comment on les contrôle, ces purgeurs? Comme je l'ai dit, je mets mon capteur, et voici un exemple qu'on peut avoir. Rappelez-vous bien, un purgeur doit rester fermé pour garder la vapeur vive dans le système et s'ouvrir pour lâcher l'air, le CO2 et les condensats. Le son qu'on entend, c'est ce que le technicien écoute. Voilà. Ça, c'est un exemple de purgeur bon. C'est pas très chinois. Hein. Quand on comprend la pièce mécanique qu'on contrôle, finalement, l'ultrason vient juste apporter un sixième sens que le technicien n'a pas. Et le diagnostic en reste assez aisé. Deuxième cas de figure, je ne vais pas vous le faire écouter parce que ce n'est pas très impressionnant. C'est un signal plat. C'est un purgeur défectueux fermé. Et le troisième, c'est un purgeur défectueux ouvert. Alors comment je sais que l'un est ouvert et l'un est fermé? Au niveau des valeurs. Le fermé, j'aurai un signal très plat, très faible, qui se rapproche de ce qu'on trouve ici dans la zone intermédiaire. Et mon purgeur défectueux ouvert, il va générer beaucoup de friction et de turbulence à l'intérieur, vu que toute la vapeur passe en continu dedans. Et je vais avoir des valeurs proches des valeurs pic ici qu'anticycle. Aussi simple que ça. Un petit bonus. Voilà. Formation niveau 1 ultrason. Quelqu'un peut me dire si au feeling ça a l'air bon ou pas? Karim? Quoi non? C'est pas bon? Mince. Je devrais aller en rattrapage. Si, il est bon. Il est bon pourquoi? Parce qu'on a bien un cycle ouvert, fermé, ouvert, fermé. Ici, il a un temps de cycle un petit peu plus long parce qu'il a plus de condensat d'air et de CO2 évacués, mais grosso modo, il s'ouvre et il se ferme. Donc on est content. Autre application, contrôle d'étanchéité de vanne. Un purgeur, c'est une vanne automatique, donc une vanne manuelle. Si on veut la contrôler, c'est possible aussi. Actuellement, on fait beaucoup d'inspections visuelles. Ça prend beaucoup de temps et on introduit le facteur humain dedans. C'est-à-dire que si on la remonte mal, on a parfois une vanne qui fonctionnait bien au départ, et puis on la remonte à l'envers, et puis elle ne fonctionne plus. Donc si on peut éviter de faire de l'inspection visuelle, c'est pas mal. Et en ultrason, qu'est-ce qu'on fait? Toujours le même principe. Je mets un capteur à l'entrée et un capteur à la sortie, et je vais faire une comparaison de mesures entre entrée et sortie. Si ma vanne est parfaitement étanche, je n'ai pas de passage, et si je n'ai pas de passage, je n'ai pas de turbulence ni de friction ici, donc pas d'ultrason. J'ai un signal plat. Quand elle sera défectueuse, je vais avoir des valeurs élevées ici, sur le siège, et en sortie,
Et également au casque d'écoute, on va entendre un sifflement. C'est une fuite interne. Bien maintenant, une des applications qui nous tient le plus à cœur, et ce pourquoi on est de plus en plus sollicité, qui est le contrôle de graissage des roulements. Alors, cette photo ici, à mon avis, vous avez déjà dû tous la voir dans votre industrie. On fait face à un problème de culture et de formation. Beaucoup de graisseurs graissent énormément les roulements, et souvent quand on demande c'est quoi votre plan de graissage, bah, c'est simple, je graisse, et tant que ça ne sort pas des paliers, je continue. Et j'y vais, et j'y vais. Cependant, si vous avez déjà assisté aux conférences de SKF ou de FAG ou autres fabricants de roulements, ils vont vous dire que 50% des roulements sont prématurément cassés à cause d'un problème de graissage. 60% des machines sont défectueuses à cause d'un problème de graissage également. Et finalement, on n'a que 10% des roulements qui atteignent leur durée de vie initiale. C'est pas beaucoup. Alors avec le temps, on a développé beaucoup de technologies qui permettent d'observer ce phénomène. La vibration, l'ultrason, etc. Mais ce n'est que de l'observation d'un constat qui est ici. C'est le graissage qui est souvent la cause d'anomalies machines. Donc ça serait intéressant de travailler le problème à la racine et d'éliminer ces problèmes de graissage. Alors, on a deux explications pour lesquelles on en arrive à ce triste constat. Et ici, je vais vous faire part de la première explication, selon nous. Alors, l'image ici est un petit peu foncée, mais je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Donc, vous voyez ici des techniciens qui sont équipés d'appareils ultrasons donc pour faire de l'inspection mécanique et voir si la machine se porte bien. Et ici, on les assiste pendant qu'ils font un graissage. Et ce que vous voyez ici dans la bouteille, c'est la graisse qu'ils vont injecter ici. Je ne sais pas d'où sort cette bouteille, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est dégueulasse, c'est sale. Donc en fait, le graisseur, il n'injecte pas de la graisse là, il est censé injecter de la fiabilité dans la machine, et par son opération de graissage, il va bousiller la machine. Et tous les gens qui sont là seront là en observation pour confirmer, oui, effectivement, le graisseur est en train de bousiller la machine. C'est fabuleux. Ceci, c'est un embout de pompe à graisse. Un embout de pompe à graisse sur lequel vous ne le voyez peut-être pas, mais il y a des grains de sable. Et le graisseur, un peu distrait, a laissé poser sa pompe à graisse, il a fumé une clope, il est reparti, il a graissé le premier palier qu'il a vu et il a injecté tous les grains de sable dans le roulement. Ensuite, le service fiabilité est venu et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des mesures de vibration pour constater qu'il y avait bien des grains de sable dedans. Ça, c'est un autre cas aussi intéressant. C'était une société qui avait des gros problèmes de fiabilité sur ses machines et qui pourtant avait une stratégie de maintenance qui fonctionnait du tonnerre, à savoir un beau plan de graissage, moteur qui était graissé selon l'historique papier toutes les 2 semaines, hein, parce qu'on voyait qu'il y avait un petit encoche validé toutes les 2 semaines de graissage. Et quand on a fait un tour dans l'usine, on s'est rendu compte que ces moteurs avaient été repeints il y a 1 an. Et quand on regarde l'embout de graissage ici, on voit qu'il y a encore une peinture bien fraîche dessus. Savoir, il n'y a jamais eu de pompe à graisse dessus. Et pourtant, quand on regarde les plans de maintenance, ce moteur est graissé toutes les 2 semaines. Alors finalement, qu'est-ce que ça prouve, ce plan de maintenance, au niveau graissage? Karim, des idées? Qu'est-ce que ça prouve? Non. Ça prouve 2 choses très importantes. La première, c'est que le graisseur avait un bic. Et la seconde, c'est qu'il savait mettre des petits V dans des cases. Ça prouve absolument rien de plus. Et de nouveau, on se heurte à la culture, à des gens qui veulent parfois bien faire, parfois mal faire, et on ne peut pas toujours leur faire confiance. C'est comme ça. Pour leur faire confiance, il faut aussi les former, les sensibiliser à leurs pratiques et qu'ils comprennent l'impact qu'ont leurs petites actions au quotidien sur la fiabilité des machines. Dans la GMA, c'était fait. Ah oui, c'était fait. RAS, on en a parlé tout à l'heure. Autre exemple ici, donc ça c'était un moteur dans une cimenterie. Là, ils avaient complètement perdu le nipple de graissage qu'on voit là. Et plutôt que d'en mettre un nouveau, donc ça coûte 5 €, ben, qu'est-ce qu'on fait? On met un boulon, et puis on dévisse le boulon. En le dévissant, on met toute la saleté dans le roulement, et puis on met un peu de graisse, et puis on remet le boulon. L'opération de graissage prend un temps pas possible. Et finalement, à cause d'une toute petite pièce qui coûte 5 €, on va bousiller une machine qui en vaut des milliers. De nouveau, problème de culture. Et quand on a demandé à la personne pourquoi tu ne mets pas un nouveau nipple de graissage, ben, il nous a dit je suis que le graisseur, moi je ne parle pas au chef, moi je suis que le graisseur. C'est bien dommage. Autre exemple, hein, je crois celui-là il a été graissé, hein, il n'y a aucun doute. Une graisse bien noire, bien cuite.
Et ici, ça, c'est un exemple que j'ai fait il y a 2 semaines dans une société qui fabrique de l'aluminium. On voit les bandes qui passent au-dessus. Et ici, de nouveau, le roulement, je crois qu'il est, il est graissé, ça c'est sûr. Hein. Il est tellement graissé qu'on voit qu'il y en a partout. Autre cas intéressant. Ça, c'est un roulement qui ne graisse plus. Ils ont trouvé une solution. On arrête de le graisser. C'est quoi la solution? On le refroidit. Et comment on le refroidit? On crée une fuite d'air comprimé qui coûte 4 000 € par an. Voilà, comme ça, il n'y a plus de problème. Alors, question ouverte ici. Le graissage dans un plan de fiabilité machine. Vous jugeriez l'importance du graissage à... Comment? C'est pas important, très important, très très important? Hyper important. On est tous d'accord, je pense, là-dessus. Et ma seconde question, c'est ici dans l'Assemblée, qui est graisseur? Combien? 1 heure par an. C'est pas mal. D'habitude, j'ai pas de bras levés, donc félicitations, vous faites un travail magnifique. C'est très important et pourtant, il n'y a pas de graisseur. Et une dernière question, qui aimerait que son fils soit graisseur plus tard? Il y en a un là-bas. C'est bien. Là, on se heurte clairement à la culture. On est tous d'accord pour dire que le graissage, c'est la base. Le graisseur, c'est la seule personne qui voit toutes les machines. C'est la seule personne qui a une action concrète sur la machine. Parce que finalement, on prend des mesures ultrasonores, vibratoires, température, on ne fait que de l'observation. On n'a aucune action sur la machine. C'est le graisseur qui décide comment la machine va se comporter. Et le graisseur, on s'en fout. On prend le premier gars qui passe dans le couloir, on lui donne une pompe à graisse, un plan, on lui dit allez, tire ton plan, tu vas graisser. Donc, combattre ce facteur humain, vous allez réduire drastiquement le niveau de défaillance de vos machines. Travailler le problème à la source, très important. Deuxième explication pour laquelle on a des problèmes de fiabilité, notamment au niveau du graissage, c'est le graissage périodique. Je pense que tout le monde a déjà vu ces préconisations de graissage qu'on peut trouver sur des moteurs. Ça ici, pour la petite histoire, c'est un moteur qui vient d'Helsinki. Donc quelqu'un à Helsinki a fait un calcul, et ce qui est sorti de ce calcul, c'était que ce moteur-ci devait être graissé toutes les 3068 heures, et j'insiste sur le 68 heures, c'est pas 70, c'est pas 65, c'est 68. Et le graisseur, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit venir avec son chariot, il doit prendre une balance, il doit peser quoi? 32,7 grammes de graisse, et ces 32,7 grammes de graisse, il doit les mettre dans sa cartouche, et puis ensuite, graisser son moteur. Ça, c'est un moteur. Il est censé faire ça pour tout le parc machine. Alors finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il fait du mieux qu'il peut, et il fait un peu au feeling, et ça, c'est les plans de graissage qu'on trouve actuellement. C'est du feeling. Quand on demande au graisseur comment tu fais, je les connais les machines. Je sais qu'elle en a besoin. Je sais qu'il faut la graisser. Oui, mais ton chef, il dit 3 coups de pompe à graisse. Oui, mais moi j'en mets 5. Pourquoi? Parce que je le sens. Elle en a besoin. Voilà, ça c'est la réalité. C'est pas possible. C'est pas possible du tout de faire comme ça. Donc il vaut mieux arrêter tout de suite. Hier, j'étais dans une société qui fabrique du verre, et c'était assez marrant parce qu'on avait 2 pompes en parallèle, 2 moteurs. Un moteur, il y avait un graisseur dessus, et sur l'autre, non, graissé à vie. Et quand on a fait des mesures dessus, qu'est-ce qu'on a vu? Qu'il y avait un niveau de friction beaucoup plus élevé sur le moteur qu'on pouvait graisser que sur celui qu'on ne graissait plus. Et quand on a regardé j'ai pris des photos, je ne peux pas vous les montrer ici, mais qu'est-ce qu'on voyait? Que la graisse commençait déjà à sortir par les joints d'étanchéité ici du moteur, tellement il était bourré de graisse. Donc finalement, le plan de graissage, je voudrais même mieux l'abandonner et ne rien faire du tout. Mais bref, heureusement, on a une solution chez SDT. Rappelez-vous, qu'est-ce qui crée des ultrasons? C'est de la friction, du choc, des impacts. Ça, c'est un exemple qu'on peut trouver sur le terrain. Je prends mon capteur, je le mets sur un palier, ensuite je demande au technicien de prendre le casque, d'écouter ce qu'il fait, et de graisser. Voilà.
Là, je n'ai pas fait de calcul savant, j'ai fait une approche simplement intuitive. Et cette approche intuitive, ça parle à la majeure partie des graisseurs. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible de faire. Alors, le son, c'est une chose. Ici, pour confirmer le son, on fait ce qu'on appelle une mesure dynamique, où on va enregistrer le signal ultrasonore sur une durée de temps. Et on voit clairement que ici, c'est un cas de figure où le roulement avait besoin de graisse, où le film de graisse avait diminué, donc j'avais apparition de micro-impacts. Ces micro-impacts vont à la longue créer une fatigue, et donc le roulement avait besoin de graisse. Et on voit qu'après le graissage, mon roulement ronronne. C'est parfait. Ça, c'est un autre exemple. Je vous le fais écouter, à l'oreille ça va être un peu plus compliqué, mais vous le voyez ici au niveau du signoil. Ça, c'est un petit peu comme une noix qu'on goinfre pour les fêtes. C'est un roulement qui n'avait pas du tout besoin de graisse, et pourtant on vient le charger, et le charger, et le charger, et le charger. Et en le chargeant, qu'est-ce qu'on fait? On va augmenter la friction interne, et à terme, on va le casser, tout simplement. Autre cas de figure, ça c'est un roulement après l'opération de graissage. Ça, c'est pas le son d'un roulement qui vous dit je t'aime. C'est un roulement qui est mal dans sa peau. Il n'est pas bien du tout. Donc ici, on voit qu'après l'opération de graissage, on entend du choc périodique. Ça veut dire qu'il est marqué, ça veut dire qu'on est dans un stade précoce de défaillance, et qu'il serait bien de le marquer et de le changer au moment le plus propice. Et ça, finalement, c'est un dernier exemple. C'est un roulement qui vous dit, voilà, il ne se passe rien. C'est souvent le cas qu'on rencontre sur des machines avec des graisseurs déportés, avec des tuyaux, où la graisse reste dans le tuyau, et soumise aux conditions environnementales, souvent la graisse va se séparer, et le graisseur va venir graisser de manière déportée, et finalement il n'y a rien qui va tomber dans le roulement, parce que le tube est bouché. Mais le graisseur, il n'en sait rien. Lui, il va quand même mettre ses 5 coups de pompe à graisse, mais il n'y a rien qui va tomber dans le roulement. Donc ça, c'est une information hyper intéressante aussi qu'on peut avoir. Alors un exemple ici chez un de nos clients qui nous avait appelé parce qu'ils avaient un fort taux de défaillance sur leur machine. Ils avaient à peu près 1000 moteurs électriques et 150 casses par an. C'était pas terrible comme contexte. Il y avait un niveau de stress assez élevé au niveau de la maintenance. Il y avait beaucoup de pompiers, beaucoup de pompiers. Et ça, c'est le type de photo qu'ils avaient une fois qu'ils ouvraient les moteurs. Donc ils se sont dit, bon, je pense qu'on graisse trop. Donc il faut trouver un moyen de rationaliser un petit peu le graissage. Aucune manière de faire, ils ont cherché sur Internet, puis ils ont vu, tiens, SDT, apparemment, l'ultrason, friction, etc., il y aurait peut-être moyen quelque chose à faire. Et qu'est-ce qu'on a fait? On est parti de leur plan de graissage périodique. On s'est dit, il faut bien partir de quelque chose. On va mettre ce plan de maintenance périodique dans notre logiciel, et qu'est-ce qu'on va faire, nous? On va venir comparer les données du moteur avant, pendant et après graissage. Et on va juste venir confirmer si les quantités sont bonnes et les périodicités aussi. Est-ce que mon roulement a réellement besoin de graisse? C'est ce qu'ils ont commencé à faire ici. On le voit, donc appareil accroché à la pompe à graisse. On suit l'arborescence sur l'écran. On a le point de graissage. On graisse, on prend les mesures. Et puis on analyse. Après 2 ans d'implémentation, ils sont passés de 150 casses à 25. Et dans les 25, ils ont refait une analyse de défaillance. Ils ont vu que c'était encore des moteurs qui étaient surchargés en graisse et dans lesquels le stator était cramé. On voit ensuite qu'on arrivait à 8 et puis à 10. Donc là, ça commence à se stabiliser. Donc ça veut dire que ils ont enfin trouvé la bonne recette pour graisser correctement les roulements. Si on veut parler de diminution de consommation de graisse, chez eux, c'était 90% de diminution de consommation de graisse. Donc, ils font des économies financières d'un côté et ils prolongent la durée de vie des installations. Donc, tout le monde est content. Cependant, je reviens là-dessus et j'insiste là-dessus, on en a parlé beaucoup aujourd'hui. La culture bouffe de la stratégie au petit déjeuner. Vous avez beau avoir tous les plans du monde, toutes les technologies possibles et imaginables, si les gens qui l'utilisent ne comprennent pas ce qu'ils font ni ce qu'ils doivent aller chercher comme information, ça ne sert à rien. Donc il vaut mieux passer du temps à bien expliquer les choses, à faire intégrer les choses de manière simple dans la tête des gens. Et une fois que c'est acquis, on peut donner la technologie et là, on va enfin avoir
des résultats. Et c'est aussi pour cette raison qu'on est tous ici, c'est pour partager ensemble nos expériences et nos informations. Autre application, le contrôle de roulement. Je suis à 35 minutes, c'est parfait. Comme je vous l'ai dit, toujours 3 niveaux d'approche pour n'importe quelle application, l'écoute, la mesure et l'analyse. Au niveau des roulements, on peut faire la même chose. L'écoute, simple, rapide et intuitif. La mesure, c'est bien pour confirmer l'écoute et mettre une valeur sur un son qu'on entend et la suivre dans le temps, dans une courbe de tendance. Et finalement, quand on a une courbe de tendance à la hausse, essayer de comprendre d'où ça vient, on peut faire une analyse. Alors, même exemple que tout à l'heure, à mon avis. Le son du roulement qui vous dit « je t'aime »,« je vais bien »,« tout est OK », je n'ai aucun choc, mon film de lubrifiant est correct, tout va bien. Le roulement qui va pas bien, il a du choc. Alors le premier réflexe quand on a ça, c'est surtout pas de se dire bon, ça y est, tout est cassé, ma vie est foutue. Non, on prend la pompe à graisse et on essaye de le graisser un tout petit peu. Parfois, c'est dû à un gros sous-graissage. Alors c'est rare, mais ça arrive quand même. Et en apportant un film d'huile ou de graisse, ça va permettre d'éliminer ces chocs et de remettre le roulement dans un état correct. Deuxième étape, donc, c'est mesurer. Donc on voit ici une courbe de tendance assez sympathique, où on voit que les valeurs ont tendance à monter, descendre, et puis ici à rester un petit peu plus haute. Monter, descendre parce qu'à un moment mon roulement est graissé, à un moment il ne l'est pas. Donc à un moment ma friction augmente, à un moment elle diminue. Et ici on voit sur les dernières mesures qu'on reste dans une zone de friction assez élevée, donc ça indiquerait qu'on est dans une zone précoce de défaillance. Et de nouveau, il y a toujours ce côté écoute. Voilà, donc le roulement quand il est dans une zone de friction basse, toujours la même chose, signal prêt. Et mon roulement quand il a une défaillance précoce. Et là j'entends bien mon choc périodique. Dernière étape, pour les plus experts d'entre nous, si on veut savoir, tiens, ok, mon roulement est défectueux, mais ça m'aiderait à mieux dormir si je savais que c'est une bille ou la bague intérieure ou la bague extérieure qui est défectueuse. Pas de souci, ils font une analyse et ils cherchent sur base des références du roulement les fréquences de défaut et ils ont l'information. Est-ce qu'on a toujours besoin d'aller jusque-là? Je ne sais pas, mais si on en a le besoin, c'est possible. Dernière application, donc la recherche de décharge partielle. Donc il y a des fuites de courant sur de la haute tension. Ces fuites de courant ne génèrent pas de chaleur, donc elles sont invisibles à la caméra thermique, mais elles génèrent des ultrasons. Donc c'est intéressant de les déceler en ultrasons. Alors qu'est-ce qu'on trouve? En ultrasons, on va trouver des effets couronne de nuisance et destructeurs. Alors des effets couronne, vous l'avez déjà tous entendu. Un matin, en vous baladant avec votre conjointe sous des lignes haute tension, peut-être que balade romantique. Quand il y a un petit peu de brouillard, qu'est-ce qu'on va entendre? Parfois, on va entendre un bourdonnement d'abeilles, un bzzzt. Ça, c'est de l'effet couronne. Alors, l'effet couronne, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est qu'il y aura une réaction chimique qui va s'opérer derrière et ça va créer de l'acide nitrique. Cet acide nitrique va se déposer sur les isolants et si on ne nettoie pas, ça va ronger l'isolant et puis je vais avoir du cheminement de courant ou des arcs électriques. Donc déceler un effet couronne, de nouveau, c'est un stade très précoce de défaillance, ça permet de voir le défaut arriver très longtemps à l'avance et de diminuer le coût de la maintenance. Il vaut mieux faire un petit nettoyage plutôt que remplacer toute une installation parce qu'elle a explosé. L'effet couronne, à l'écoute, ça ressemble à ça. Ce que vous entendez là, c'est l'air qui vibre à la fréquence du courant. C'est du 50 Hz. Quand on ne traite pas l'effet couronne, on a du cheminement de courant. C'est ce qu'on voit ici sur la photo. Le courant cherche un chemin à la Terre. Et également, les poussières blanches que vous voyez là, c'est de l'acide nitrique qui n'a pas été nettoyé. Donc j'ai eu une rupture de l'isolant, donc mon courant, il s'infiltre dans tout mon système. Et là, je suis clairement dans une zone de défaillance. J'aurais beau nettoyer, je peux changer mon installation, c'est déjà trop tard. Donc l'opération de maintenance coûte beaucoup plus cher. Alors à l'écoute, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. Ce sont des micro-arcs électriques en fait.
Dernier stade de défaillance, et le plus grave, c'est l'arc électrique, qui lui fait des projections de particules à plus de 3000 degrés, donc c'est comme ça qu'on a des départs de feu et des explosions. À l'oreille, ça ressemble à ça. Ce sont des décharges très violentes qui interviennent de manière non périodique. Alors quand j'inspecte un poste source ou une armoire électrique et que j'entends ça, le premier réflexe, c'est de donner mon appareil au technicien et de me barrer. Alors un exemple ici, ben voilà, on parlait d'explosions. J'ai un client qui avait eu quelques explosions. Il a su que c'était des décharges partielles parce qu'il était rentré dans les locaux et ça sentait l'ozone. Les décharges partielles créent de l'ozone. L'ozone, ça pue, ça sent les œufs pourris. Et avant que ça explose, il s'est dit, tiens, c'est vrai que ça sentait l'ozone. Ah, il y avait peut-être des décharges partielles. Et donc, lors d'une démo chez lui, bah, on a trouvé quelques défauts comme ça. Voilà, c'est de l'effet couronne. On constate que c'est de l'effet couronne parce que, de nouveau, en faisant une analyse temporelle, bah, on voit que ça vibre à 50 Hz. Quand on a ouvert l'armoire, bah, on a de nouveau pu constater ces traces de poussière blanche, qui sont de l'acide nitrique, donc ils ont pu procéder à un nettoyage, donc opération de maintenance coût proche de 0, et puis ils ont pu réembrocher les ampoules, et on voit après qu'il n'y a plus du tout de défaut. Donc là, de nouveau, tout le monde est confiant, tout le monde est content. Pardon. Alors voilà, si je devais conclure ma présentation aujourd'hui, s'il fallait retenir quelque chose de cette présentation, on parle beaucoup de 4.0, on parle beaucoup de technologie, mais s'il fallait retenir quelque chose en particulier de l'ultrason, c'est que l'ultrason est sensible au phénomène de friction d'impact et de turbulence, qu'on peut couvrir 8 piliers d'application, et qu'on peut l'utiliser de 3 manières différentes. De la plus simple et de la plus intuitive, à la plus avancée, la plus objective, en faisant de l'analyse. Voilà, c'est ce qui terminera ma présentation. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Benoît. De rien, Karim. Des questions? 42 oui. minutes. Allô, oui. Une petite question sur les diagnostics électriques. Il n'y a aucune solution pour la basse tension, notamment pour les défauts d'isolement sur des régimes IT? Non. Alors, par expérience, on sait que sur basse tension, on a très peu souvent trouvé des décharges partielles, et quand il y en avait, il n'y avait pas d'énormes risques. Donc on se concentre vraiment sur la haute tension, donc tout ce qui est au-dessus de 2 kV. Toujours sur l'ultrason, mais sur la partie mécanique, l'appareil en question, il est assez intuitif pour une prise en main immédiate? Très compliqué. Très très compliqué. Non, il y a 5 touches. Il y a les touches haut-bas qui servent à jouer sur la sensibilité du capteur. Donc quand on fait une mesure, par exemple, sur un roulement, si c'est un roulement de faible vitesse, il va falloir augmenter la sensibilité du capteur pour amplifier le signal. Et à l'inverse, si on a un roulement qui tourne très vite, il va générer beaucoup de signal. Donc là, on va devoir diminuer la sensibilité du capteur. Alors comme c'est une opération très compliquée à faire, il faut regarder l'écran et il y a des flèches qui vont vous dire sur quelle touche appuyer. Et il ne faut pas se tromper, parce qu'il y a aussi des flèches gauche-droite, et ça c'est pour le volume dans le casque. Donc, D'accord, et puis dernière question, les fabricants de roulement ou de moteurs jouent le jeu au niveau de la base de données pour donner des... Ah oui, si vous allez sur le site d'SKF, je ne sais plus comment on y a accès, mais vous avez accès aux tables. Hein. Vous donnez les références de votre roulement, vous dites quelle vitesse, quel type de roulement, et ils vont vous donner les fréquences de défaut. Ça oui, il y a... Oui, FAG le fait aussi. Tout le monde le fait. Oui, ils n'ont aucun intérêt à cacher ça. Mais de nouveau, ici, on est en ultrason, donc on est vraiment focalisé sur les phénomènes de frottement et de choc, et l'ultrason a un signal de faible énergie. Donc ça veut dire que c'est pas comme la vibration. Une vibration, c'est un signal de forte énergie qui va se propager sur toute une machine, donc l'analyse est primordiale. On doit savoir quelle est la fréquence de défaut. Mon ultrason, si je suis sur un palier, je ne vais mesurer que le palier, et j'aurai pas tous les autres. Donc je peux aller à l'analyse pour, comme je le disais, confirmer que c'est bien une bille qui est cassée, mais finalement, en ai-je vraiment le besoin? Je sais pas. Moi, je pense pas. Merci. Par rapport à l'écaillage, est-ce que ça peut être un signe avant-coureur en surveillant par ultrason par rapport aux vibrations, par exemple? Ou c'est dans l'autre sens? Quand tu as un écaillage qui apparaît, c'est plus facile à détecter par les vibrations ou par l'ultrason?
Alors, comme on l'a vu sur la première courbe de défaillance, donc la deep curve, on voit que le stade le plus précoce de défaillance d'un roulement, ça va être un problème de friction de micro-impact. Et ce sont des phénomènes qui créent des ultrasons. Avant que la défaillance du roulement ne génère une vibration vraiment physique et mesurable par un accéléromètre, c'est que le stade de défaillance est déjà un peu plus avancé. Donc sur l'écaillage, oui, on va être plus précoce. Oui, donc c'est bien ce qu'on disait, hein, toutes ces techniques ne sont pas du tout exclusives l'une de l'autre, au contraire. Si on est équipé d'un système d'ultrasons, on peut très bien faire une petite surveillance. Et si vous me demandez de trouver un balourd ou de faire un lignage sur une machine, ça ne fait pas d'ultrasons. Donc là, il va falloir passer par la vibration. Donc c'est complémentaire. De même que pour l'électrique, je ne trouve pas tous les défauts en ultrasons. J'ai besoin aussi d'une caméra thermique. Le médecin, il ne va pas tout vous diagnostiquer avec comme on l'a dit tout à l'heure, un capteur de pression artérielle. Hein. Mais pour l'optimisation du graissage, hein, donc en fait, je ne sais pas s'il y a d'autres systèmes, mais à la limite, n'importe qui est capable de graisser avec ça. Hein. Il faut avoir des oreilles, voilà, un appareil, des paliers à graisser, et puis on peut y aller, quoi. Et donc au niveau des détections de fuite, je commence à dire fuite moi aussi. C'est bien. Ça commence à arriver avec la maîtrise de l'énergie, quand on pense que les chiffres de l'ADEME, c'était un trou d'1 millimètre, c'est 350 €. 1 millimètre non, c'est plus. 1 millimètre à 6 bars, c'est 586 € de perte par an. Voilà. De fuite. Trop. Ouais. Et c'est à peu près 30% des reproduits qui est perdu. Donc quand on a le coût de fonctionnement d'un compresseur, il faut dire que 30% du budget pour le faire fonctionner est perdu dans des fuites. De toute façon, tout le monde le sait. Hein. Il y a beaucoup de vos collègues disent « Ah bah oui, j'ai racheté un compresseur pour combler les fuites. Hein. Je ne travaillais pas le samedi, mais les compresseurs tournent toujours. Bon. C'est de nouveau culturel. Hein. Oui. Si vous voyez une fuite d'eau, il ne faudrait pas 1 heure pour la réparer. Hein. Parce que ça se voit, parce qu'il y a un risque de sécurité. L'air comprimé, bon, ça ne se voit pas, ça ne se sent pas, ça ne fait pas beaucoup de bruit, ça n'empêche pas de bosser. Tant pis, hein, on rajoute un compresseur. Oui, c'est courant. Alors, ça change un petit peu maintenant, hein, puisque justement avec la maîtrise de l'énergie, les directives européennes font que, tiens, on voit arriver des sujets de stage, détection de fuite. Tiens, c'est étrange, mais bon, tant mieux. Hein. D'autres questions? Oui, Julien? Nico? Ah ben non, il te a le micro. Le micro, ouais. Oui, bah oui. Du coup, est-ce que vous avez des clients qui sont fabricants de machines-outils qui utiliseraient l'ultrason pour calculer un débit conseillé de lubrification sur l'usinage? Vous avez déjà eu des cas comme ça? Un débit de fuite? Non, un débit d'huile ou de lubrifiant sur un usinage pour essayer de trouver le débit adéquat, pour réduire les défauts de non-qualité ou alors... non, je n'ai pas encore eu ce cas d'étude. D'accord. D'autres questions? Une dernière? Bon, très bien. Magnifique. Eh ben, merci pour votre attention. donc on fait un tout petit break, le temps de boire le café.